Bonjour à tous, je suis Sylvain Landreau, responsable de la multigestion chez Ports en Par Gestion. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour faire le point sur le deuxième trimestre. On va s'arrêter une dizaine de minutes pour parler des performances de nos profils, de l'allocation actuelle, du top et du flop 3 des supports que nous avons au sein des portefeuilles, de nos mouvements et enfin des perspectives à venir. Alors sur le premier semestre, c'est-à-dire depuis le début de l'année, arrêté au 30 juin, nos profils enregistrent une performance nette des frais de gestion de moins 22,44% sur le profil dynamique, dont l'exposition action au 30 juin est de 89%, moins 17,16% sur le profil équilibré qui a une exposition action de 48%, et de moins 12,92% sur le profil modéré qui a une exposition action de 18%. En termes de positionnement actuel, le profil équilibré est exposé à hauteur de 48% en action, 38,5% en obligations, et 13,5% en fonds alternatifs. C'est-à-dire que le profil de risque, il a diminué par rapport au trimestre précédent. Les actions ont diminué de 6% entre la baisse de nos allocations réalisées en avril, qu'on leur verra tout à l'heure, et la baisse de cette classe d'actifs, puisque les actions ont sous-performé les autres classes d'actifs. Le poids des obligations a en revanche augmenté de 9,5%, et celui de la gestion alternative a baissé de 3,5%. Je vous rappelle que le profil équilibré peut monter jusqu'à 60% actions et descendre à 20% au minimum. En termes de choix donc d'allocation, on a toujours une préférence pour les actions, même si effectivement on les a désensibilisées. Toujours une préférence pour la gestion defensive value. Aux US, 70% de nos supports sont defensive value, 30% croissance. En Europe, on a une approche plutôt globale, donc plutôt blend, des fonds qui font et de la value défensive et de la croissance. D'un point de vue géographique, on conserve notre préférence pour les actions européennes. Aujourd'hui, les entreprises retrouvent des niveaux de primes de risque très intéressants. On voit que les révisions de résultats pour 2022, tout comme 2023, sont toujours positives. Par contre, effectivement, on se rend bien compte qu'il y a plus de risques de déception à l'avenir sur les bénéfices des sociétés et que les marchés ont déjà anticipé cet environnement. On pense qu'un rebond technique de 5 à 10% est probable. Et au sein des actions européennes, on a toujours une position sur les small et mid caps pour profiter de la sous-valorisation relative. Sur les autres classes d'actifs, donc sur les obligations, on maintient notre préférence pour le crédit obligataire, à savoir en premier lieu les subordonnées financières, dans une moindre mesure la dette high yield, et enfin la dette d'entreprise dans les pays émergents. On a vu que le rendement s'est encore apprécié à cause de la hausse des taux et des spreads de crédit, et par rapport au trimestre précédent. On a pu assister par exemple à des émissions de plus de 7% sur certaines signatures, notamment dans les dettes subordonnées financières. Ce rendement nous permet d'être mieux protégés de la hausse des taux que les obligations gouvernementales. Donc on maintient cette stratégie, le scénario d'invalidation étant effectivement une récession prolongée. En complément des obligations, donc toujours de la gestion alternative, pour optimiser la construction de portefeuille, donc des supports qui sont faiblement corrélés aux autres classes d'actifs, et même entre eux, et qui ont résisté davantage que les obligations sur ce trimestre. En raison du niveau actuel de taux et de spread de crédit, on a eu tendance à réduire cette classe d'actifs au profit des obligations. On vous l'expliquera effectivement dans la partie mouvement. Et sur les devises, on est encore positif sur le dollar, même si on est proche de la parité euro-dollar. On évite, quand on choisit des classes d'actifs orientées sur la zone américaine, le coût de couverture, qui est proche de 2% annuellement. Le profil équilibré est exposé à hauteur de 26% sur le dollar. Et cette position nous sert aussi toujours de couverture contre la hausse de taux et la volatilité des marchés. Donc on regarde nos choix d'allocation. Je vous propose maintenant de détailler nos meilleurs et nos moins bons contributeurs sur le dernier trimestre, sur le deuxième trimestre. Les trois fonds qui sont mieux comportés sur ce trimestre, on retrouve trois fonds alternatifs qui étaient déjà bien présents au premier trimestre. À savoir le premier, c'est le DNCA Invest Alpha Bonds qui réalise une performance de moins 87. Donc c'est un fonds de long short sur les obligations.
toujours orienté sur une stratégie d'inflation et de vente de duration sur les parties longues de la courbe de taux en Europe, notamment le 30 ans allemand. On retrouve Helium Sélection qui baisse de 2,72%, fonds sur les opérations financières, dont notamment les fusions-acquisitions. Et enfin, Candriam Absolute Return Equity Market Neutral qui baisse de 5,79% et qui cumule deux moteurs de performance, la relative value et le rebalancement des indices. Sur les moins bons fonds, on va retrouver le fonds de Morgan Stanley sur les entreprises américaines de croissance, le US Advantage, qui baisse de quasiment 40% en dollars et de 36% en euros. Donc le fonds de Morgan Stanley, je vous rappelle qu'il est sur les valeurs d'hypercroissance, et donc il a accentué sa contre-performance depuis la fin de l'année dernière. Et donc on continue à l'alléger sur les profils dynamiques et on a vendu le fonds sur les deux autres profils, équilibrés et modérés. Sur le deuxième fonds le moins performant, on retrouve le Franklin US Opportunities à moins 19,74%. C'est aussi un fonds d'action de croissance américaine qui a pâti de la poursuite de la remontée de taux, mais dans une moindre mesure. Et enfin, le dernier, c'est le BGF Euro Markets qui baisse de 17,45% et qui représente la classe d'actifs Action Zone Euro. En termes de mouvements, à noter deux mouvements majeurs au deuxième trimestre. Mi-avril, on a allégé une partie de notre surpondération action. On se rendait bien compte que les défis à relever pour les entreprises concernant l'inflation étaient de plus en plus grands. La valorisation à l'époque sur le marché européen était attractive, mais la prime de risque à cette période laissait peu de place aux déceptions et à une dégradation de l'environnement géopolitique. Aux États-Unis, malgré un contexte macroéconomique porteur, la politique monétaire plus restrictive est devenue problématique à piloter pour la Fed. On voit bien l'illustration de ce changement sur les marchés. On a assisté à une inversion de la courbe de taux, le rendement d'une obligation d'État américaine 2 ans passant devant le rendement du 10 ans. Donc on en a profité pour arbitrer ce risque action vers un risque obligataire sur les obligations subordonnées financières qui ont été déjà mi-avril affectées par la remontée des taux et l'augmentation des spreads. Donc on a estimé qu'elle constituait une bonne opportunité en intégrant dorénavant un rendement de plus de 5%. Fin juin, suite à la baisse des marchés actions, donc qui s'est bien réalisée, on a renforcé cette classe d'actifs. On a estimé en fait que cette fois-ci les impacts négatifs générés par l'inflation étaient au moins à court terme intégrés par les investisseurs. En Chine, la Chine a déconfiné début juin. La politique monétaire de la Chine est budgétaire et accommodante, contrairement aux pays développés. Et le momentum boursier, il est devenu à nouveau favorable. Donc on est revenu sur les actions chinoises nationales, à savoir les A-shares. Et les arguments structurels sur ce marché restent toujours d'actualité, à savoir la croissance de la consommation grâce au développement de la classe moyenne. Ce qui est aussi intéressant dans la construction de portefeuille, c'est que le marché chinois local, à savoir le CSI 300, est faiblement corrélé aux marchés occidentaux, voire décorrélé. J'ai recalculé là récemment, on est à 0,3 sur le S&P 500 en termes de corrélation sur les 5 dernières années et moins 0,10 sur un an, donc décorrélé. En termes de perspective, la dernière journée du mois de juin, elle aura parfaitement illustré ce dernier trimestre, qui se termine sur une baisse généralisée des actifs, qu'ils soient à risque ou dits non à risque. Ainsi, l'indice mondial action MSCI World Local baisse de 19% et l'indice mondial taux Bloomberg Global Aggregate de 14%. C'est vrai qu'au vu de l'environnement actuel, il est complexe de ne pas céder à la tentation de voir que le verre à moitié vide. Les banques centrales sont pleinement engagées dans la lutte contre l'inflation. Il est désormais quasi certain que cela ne pourra se faire qu'au prix d'une moindre croissance économique. L'incertitude demeure en fait sur la profondeur et la temporalité de la récession, à savoir est-ce qu'elle sera technique ou sur plus long terme. Les tensions géopolitiques n'arrangent rien, elles font qu'exacerber les craintes. Par exemple, récemment, en réponse aux sanctions occidentales, la Russie a décidé de réduire drastiquement son approvisionnement en gaz à l'Europe, ce qui limite les capacités de restockage en prévision du prochain hiver. Donc là, juge de paix à venir, c'est la saison des publications qui sera une nouvelle fois primordiale. Et on semble que les résultats du second semestre pourraient s'avérer moins mauvais que les anticipations. Pour autant, il nous semble encore trop tôt pour que les entreprises soient en mesure de donner de la visibilité aux intervenants. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite de très bonnes vacances et je vous donne rendez-vous début octobre pour faire le point sur la période estivale.
En attendant, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions sur les profils, les stratégies et les supports, les fonds utilisés au sein de la gestion. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Ce podcast réalisé par Ports en Part Gestion est à destination d'une clientèle professionnelle. Il a été enregistré uniquement à titre d'information et ne constitue donc pas une incitation à investir ni un document contractuel. Les opinions émises dans ce podcast reflètent un jugement au jour de son enregistrement et sont donc susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Les données chiffrées utilisées par Ports en Part Gestion proviennent de sources qu'elle estime fiables. Toutefois, Ports en Part Gestion ne saurait être tenu responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Pour plus d'informations, contactez-vous sur www.portsenpartgestion.com.